Julien, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter ce que tu fais ici, dans le Tarn, à Puylaurens, Puylaurens, je sais pas comment on dit. Puylaurens, ouais. Puylaurens, il y a un S, j'ai jamais trop compris pourquoi, ni personne d'ailleurs. Ah bon. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais et ta manière de faire, on regardera un petit peu plus tard, et ce que tu proposes aux gens, je te prie. Donc je fais de la pépinière, je vends des arbres fruitiers, je produis des arbres fruitiers, donc que je greffe moi-même, en pleine terre, en racines nues, donc pour une vente à l'automne, qui s'étend de novembre à mars. Et donc c'est exactement la bonne période pour planter des arbres fruitiers, donc ça tombe bien, voilà, ça tombe bien. Il y a quelques... voilà, c'est assez demandeur comme type de culture, parce qu'on est au ras du sol et parce qu'on est à l'extérieur, etc. Mais c'est les meilleurs produits pour la plantation, à savoir qu'en plus, comme ils sont en pleine terre, ils ont une grande résilience pour l'eau. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'enraciner, ils ont tout à fait le libre cours de pouvoir s'enraciner aussi profond qu'ils veulent pour aller chercher de l'eau. Tu n'arroses pas trop, ça on en parlera. Ouais. Ben, c'est un choix, en même temps une obligation de fait, de ne pas avoir trop d'eau. Donc j'ai multiplié les stratégies de façon à arroser le moins possible mes arbres fruitiers. Et du coup, ils développent une résilience et une capacité en tout cas de pousser et d'évoluer sans eau. Voilà. Ou un minimum d'eau. C'est-à-dire que là, j'ai arrosé cette année, j'ai calculé justement hier un peu combien il y a eu d'eau. J'ai arrosé 6 heures en tout et pour tout, sur toute la saison. Il y a eu une semaine pratiquement et 3-4 jours à plus de 40 degrés. Donc là, ça sèche très fort. Et donc il y a eu sur le total 6 litres par arbre d'eau. D'accord, donc c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule avec les chaleurs qu'on a eues en 2019 là. Ok, eh ben écoute, je voulais juste te poser une question avant qu'on aille faire le tour. Tu t'es spécialisé dans quoi dans cette pépinière? Dans cette pépinière, alors là j'ai surtout du pommier parce que bon c'est déjà les greffes les plus faciles à réaliser, mais à l'avenir en tout cas, non, pour l'instant c'est pommier, variété ancienne, locale du Tarn et d'un grand sud-ouest en général. Ouais. Je suis pas... Et oui, c'est la mascotte, il faut le filmer. Je voyais rigoler, je me dis qu'est-ce qu'il y a, mais... Très dur à éduquer ce chien parce qu'il a un potentiel comique tellement important que... c'est dur de garder son calme. C'est dur de garder son sérieux. Non mais tu vois, il voulait être sur la vidéo. Oui, tout à fait. Excuse-moi, donc tu étais en train de me dire que tu te spécialisais dans les variétés anciennes locales? Ouais, variétés locales, anciennes. Je greffe quand même depuis 2004 les variétés anciennes et locales. Donc pommier, poirier, cerisier, prunier, pêcher. Même si le cerisier est plus délicat à obtenir, mais bon, on arrive quand même à en avoir quelques-uns, donc ça fait plaisir. Et puis certaines variétés que j'affectionne particulièrement, comme poire coin, par exemple, qui est une variété très vigoureuse, qui justement pousse très bien, une grande résilience, permet un enracinement vraiment très profond et surtout produit très régulièrement. Solide, résiste bien aux insectes piqueurs, notamment aux frelons, etc. Donc ouais, non, c'est une variété quand même tout à fait intéressante, on peut l'avoir même. Et ça se mange comme ça ou ça se prépare en gelée, je crois Non, alors ça a que le nom de coin. Ah d'accord. C'est la forme et la couleur un petit peu qui nous font penser au coin, mais c'est une poire. Ok, d'accord, bah tu vois, ça oui. Ok, bah écoute, on va faire un petit tour? Allez, c'est parti. Oui, donc voilà, ouais, poire coin, ouais. Grosse vigueur. Donc sur la forme, c'est losange, forme de losange, du coup, forme de coin. Je vais te filmer avec, qu'on voit un petit peu la taille du machin. Ouais. Alors ça a combien de temps ça? Il a quel âge à peu près? Ça, c'est une ligne de poiriers qui ont été plantés toutes à la base, donc ils ont, je sais plus exactement, mais une douzaine d'années, je pense. Ouais. Une douzaine d'années. Il y a eu un petit peu d'arrosage au départ et maintenant il n'y a plus d'arrosage. Donc ils font par eux-mêmes, mais bon, là j'en ai cueilli hier 2 ou 3 kilos, je pense, quelque chose comme ça. Ah oui, déjà, oui. Ouais. Et là, tu essaies d'en avoir une. Ouais. Faudrait. Tu veux que j'essaye? Du haut de mes 1m75. Pareil. Pareil. Mince. Ouais. Ce qui va tenir. Ça, en direct. C'est bien, ça me fera une vidéo. Alors là, si ça tourne mal. Fais gaffe. Hein.
Yes. Et disons, le truc, tu montes dessus, il... Ouais, voilà, c'est l'avantage d'avoir la... J'ai hésité hier, je me suis dit, je vais pas le faire ça, non, je vais pas le faire, je vais l'abîmer. Puis finalement, si, non, ça tient. Ouais, il est robuste, le truc, tu montes dessus. Ouais. Alors elle est dure, elle est très tardive. D'accord. Ouais, très tardive, elle arrive... on la mange croquante un petit peu plus tard. D'habitude, maintenant, toutes les saisons, tous les fruits sont matures plus tôt maintenant, hein, avec comme il fait plus chaud. Ok. Voilà, il y a plus de soleil, il y a plus de chaleur, donc les fruits deviennent mûrs plus tôt. Pourquoi là, c'est mûr, là? Bah, là, elle se mange croquante, ouais. Ok. Ouais, tu veux que ça fasse crunch à la vidéo? Et sinon, ça, tu la manges quand, normalement? Initialement, c'est... Quand est-ce que tu peux la ramasser Là. Ah, là, maintenant, d'accord. Ou alors, on attend plus, et elle est fondante. Elle est très sucrée. C'est sucré, ouais. Elle est un peu acide aussi. Un petit peu acidulé, ouais. C'est intéressant. C'est super original. C'est original, voilà. Mais ouais, non, c'est bon, moi j'aime beaucoup. C'est granuleux un peu au milieu, ce que j'aime aussi. Et en attendant, si tu attends plus longtemps, elle devient fondante. Carrément. Ouais. Elle devient fondante, donc voilà, une variété quand même solide, intéressante, quoi. Et une belle production. Très vigoureuse, hein. Très vigoureuse, prévoir de l'espace. Hein. Alors, vu que moi je vais coller un petit peu mes arbres, je vois que là ça pousse en hauteur. Pour obtenir quelque chose comme ça, t'as rien fait ou t'as mis quelque chose un petit peu en place? Ou naturellement ça pousse comme ça? Oui, ce que je mets en place maintenant, c'est des tailles, il y en a un autre là-bas, plutôt en axe. Oui, tu l'écartes. D'accord, j'écarte et puis au milieu j'ai un axe. Voilà. Il se trouve que c'est une variété très vigoureuse, donc effectivement on a des pousses qui sont très hautes sur le haut. D'accord. Mais justement, du coup, on laisse exprimer toute la verticalité de l'arbre, parce que les arbres fruitiers viennent quand même principalement de la forêt, sur les rosacées. Donc, ils sont habitués à avoir cette concurrence. Là, lui, il est en plein soleil, mais il pousse quand même très fort. Il a dû trouver de l'eau, hein, il a trouvé la nappe. Ouais. Mais sur le bas, je plie les branches, et sur le haut, je vais continuer à plier ces branches sur un deuxième étage. Donc, je vais monter avec une échelle pour plier ces branches. Et je pense qu'à terme, les branches du deuxième étage, qu'on peut voir, elles vont tomber presque jusqu'au sol, à hauteur d'homme. Ça va être mon objectif. C'est-à-dire que toutes les branches à 3 mètres, là, elles redescendent et qu'on puisse cueillir en étant debout. Donc c'est en fait une taille plutôt... c'est pas une taille, c'est une forme. Tu as préparé ça sur un autre, on ira voir avec des petits bouts de ficelle, de voir un petit peu comment tu fais. Bah là, il y en a encore, des bouts de ficelle. Ah oui, j'avais pas vu. Je plante des piquets au sol. Ok. Et j'accroche la ficelle et je tire les branches. Ok, et puis naturellement après là c'est vraiment une forme, là si tu enlèves la ficelle elle fait un petit peu encore quand même. C'est dur à définir là, ouais, mais normalement elle bouge plus trop là, parce que en fait comme elle se met à fruit, le poids des fruits va continuer à plier les branches. C'est-à-dire que là je pense que il y a des arbres on pourra voir, il n'y a plus les ficelles, les branches ne bougent plus, ouais. Donc ça on l'a fait avec des élèves parce que je fais des formations de taille. Ok, tu fais une formation de taille, de greffage, de soins aux arbres aussi. Donc s'il y a des gens dans le Tarn qui veulent des cours, tu fais ça depuis une quinzaine d'années, donc on le dit. Exactement, ouais. Greffage depuis une quinzaine d'années, ouais. Formation des arbres fruitiers, depuis 5 ans. D'accord. Ouais. Ok, bon on va. En tout cas alors ça c'était Poirecoing, c'est très très bon, je suis en train de l'avancer. C'est bon. C'est vrai que c'est un peu dur, hein. Faut avoir des bons chicots quand même pour taper là-dedans, mais c'est vraiment très bon. Et puis c'est bien que tu aies montré. Alors ça c'est un qui part naturellement si on fait rien. Et là pour obtenir ça, là il y a une petite intervention de l'homme et c'est grâce au bout de ficelle que tu mets comme ça avec un piquet au sol. Oui, tout simplement. Après sur le franc comme ça, peut-être les branches du bas, elles sont pas forcément hyper nécessaires, tu vois, par rapport à la structure générale. Enfin c'est à voir au fur et à mesure de s'adapter. Je suis pas parti directement là-dessus, j'ai appris au fur et à mesure du temps. Donc j'ai un petit peu tâtonné et voilà, donc il y a des rééquilibrages à faire, des choses, etc. Mais ouais, j'apprends aux gens d'approcher un peu l'arbre, de ne pas avoir peur surtout. De ne pas avoir peur, parce qu'on a souvent peur de faire des bêtises, et on peut en faire, ça c'est sûr, mais voilà, on sort de l'appréhension et de faire mal, par exemple. Voilà. Il y a des branches qui sont cassées, ça arrive, c'est des choses qui arrivent dans la nature. D'ailleurs, ça cicatrise très très bien une branche cassée, mieux qu'une branche coupée.
On peut presque le voir là d'ailleurs. Vaut mieux avoir une branche choses. cassée que coupée. Oui, il y a des gens qui testent ça et moi aussi je le teste maintenant. C'est de la taille à l'arrachage en fait. Ça va un peu contre toutes les lois de la formation Là, elle est cassée. arboricole, mais ouais, là elle est cassée. Là elle est cassée depuis cette année en fait, donc elle n'a pas encore complètement cicatrisé. Mais on peut voir des branches qui ont très bien cicatrisé. Et voilà, parce que la charge de fruits est tout à fait naturelle. Donc on peut avoir beaucoup de fruits. Par contre, des branches qui se superposent comme ça, au niveau maladie et tout, etc., on va plutôt l'éviter. D'accord. Ouais. Donc vaut mieux couper là. Donc on va plutôt en choisir une, couper là, mais bon, celle-là, elle nous intéresse. Après, par palier, on va en garder que 3. Donc celle-là, elle nous intéresse. Peut-être on va enlever celle-là. Pourquoi que 3? Excuse-moi, par palier, c'est une règle ou c'est... Oui, pas qu'il y ait trop de charge et qu'au niveau structure, c'est à peu près une cohérence. D'accord. Ouais. Après, ça fait beaucoup de choses et du coup, 3-4, voilà, 3-4 maxi, ouais, c'est bien. Là, sur le bas, c'est pour ça qu'il y en a un peu beaucoup là. Bon, après, il ne faut pas trop couper des branches trop grosses parce qu'ils n'aiment pas trop la taille trop sévère, quoi. Donc Julien, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui se fait en local? Donc à savoir, on est dans le sud-ouest, précisément dans le Tarn. Qu'est-ce qui se fait dans le sud-ouest et comment tu t'es... parce que là, je vois au moins, il y a quoi? Il y a entre 50 et 100 plants à peu près sur juste cette partie verger. Il y a encore une autre partie là-bas qu'on va aller voir. Comment tu as trouvé tes plants et qu'est-ce qui se fait en local? Alors, à la base, j'ai trouvé des greffons. Donc j'ai trouvé des variétés. Et ces variétés-là, je les ai trouvées chez un amoureux des arbres des fruitiers, qui s'appelle Monsieur Garde, qui était du milieu, il est à la retraite du milieu des arboriculteurs. Et il était fils d'arboriculteur dans le 82. Et il s'est fait embaucher à une époque au verger conservatoire de Puy-Celle-ci, dans le Tarn, dans le nord du Tarn. Et il a fait tout un travail de sélection, de récupérer des variétés chez des anciens collègues à lui. Et donc il a compilé tout ça chez lui, dans sa résidence. Du coup, quand je suis tombé chez lui, j'ai fait waouh, trop bien. Il y avait en gros, il y avait 120 variétés de pêcher. Juste de pêcher. Ouais, juste de pêcher, juste de pêcher. Il a fait ça. Il avait replanté un verger ailleurs. En fait, il n'arrêtait pas de planter des arbres. Et du coup, c'était une mine d'or, quoi. Je suis arrivé là, j'ai fait waouh, trop bien. Je vous les prends tous. Ouais, en plus, il m'a filé des greffons en veux-tu, en voilà, hein, il m'a tout filé, machin. J'ai pu goûter un peu en même temps les fruits au fur et à mesure, à chaque fois que j'y retournais, etc. Donc tu as eu un mentor, on peut dire un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais, carrément, carrément, qui m'a quand même beaucoup formé. Après, il avait une vision assez moderne du verger. Mais ça n'empêchait, c'était pas grave, il quand même a observé les fruits et les branches, les bourgeons, les fleurs, etc. Les feuilles, il a observé quand même tout ça depuis qu'il était né, quoi. C'est peut-être pas la même manière, mais c'est les mêmes, ça reste les mêmes arbres, surtout s'il a de la variété ancienne. Disons que la sensibilité, elle est là, ça c'est évident. Donc, et puis c'est rigolo parce qu'au fur et à mesure des années et de l'arrivée d'idées un peu différentes sur l'agriculture, il a aussi évolué avec ça, quoi. Donc ça a fait quand même vraiment plaisir de le voir changer aussi ses idées, mais j'avais vraiment pas de leçon à lui donner forcément, quoi. Oui, voilà. C'est bien aussi des fois. Donc j'ai pu prendre un peu ce que j'avais envie et puis il m'a laissé vraiment libre cours à récolter autant de variétés que je voulais. Il y avait des choses un peu particulières qu'on ne retrouve pas forcément partout, comme Reine Claude de Moissac, qui est une variété donc, du 82. Moissac 82. Moissac 82. Ouais, j'y suis allé hier. Ah, d'accord. Donc voilà. Et une variété de Reine Claude, donc une prune. Reine Claude, quand même une des meilleures prunes pour manger comme ça, pour la confiture, etc. La Reine Claude, elle vient de la région ? Non, pas à ce que je sache, mais les variétés nationales, elles ont quand même beaucoup transité, ces variétés qui ont planté un peu quand même partout. Donc il y a eu cette sélection sûrement faite sur Moissac. Ouais. Donc cette variété-là, cette variété particulière de Moissac, elle est de Moissac. C'est à moins de 100 bornes d'ici. Ouais, moins de 100 bornes d'ici. Alors j'ai une petite question, une personne qui habite dans notre région,
qui voudraient avoir un petit peu de local, enfin de choses qu'on fait dans le sud-ouest, qui voudraient quand même un pommier acclimaté. Est-ce que tu as quelques noms de pommiers qui se font dans le coin? Oui, on a dit donc Miliarenc. Miliarenc, prononcé avec le patois. Je suis pas très très bon dans la prononciation en patois. Mais... Tu l'as là dans le verger? Qu'on aille là. Là, t'en as tellement là que j'ai pas le plan du verger, mais c'est une variété de saison, donc elle est déjà passée. Mais les arbres, ils sont là. T'as pas fait de plan, si, j'ai un plan, mais je l'ai pas pris, et donc du coup Mais voilà, je récupère des choses comme ça là, par exemple. Celle-là, elle est d'un pépiniériste à la retraite depuis Laurent, donc sur la commune. D'accord, ok. Et alors je pense qu'il l'a pris dans la montagne noire, je suis pas sûr, mais très bonne. Et ben elle a pas de nom. Alors, donc du coup j'ai des variétés qui n'ont pas de nom aussi, mais qui sont juste qu'on reconnaît par le goût, quoi. C'est ce qui est le plus important, c'est quand on la mange. Je vois que t'en as là-haut, c'est pour essayer. Non, elles sont mangées déjà. Non, mais on peut essayer d'en choper, ouais. Ouais, bah attends, je veux pas qu'on. Bah j'aimerais bien que tu aies en même temps l'image et le goût. Ah, celle-là, est-ce qu'elle se prend en odorama. Ouais. Alors si c'est vert, c'est normal? Bah, c'est toujours délicat d'avoir vraiment la bonne maturité parce qu'après elle tombe. Donc l'avantage des pommes et des poires, c'est qu'elles mûrissent même quand on les accueille. Hein? C'est alors elle n'est sympathique. pas du tout acide. Non. Et toi, si par exemple quelqu'un veut acheter ça, donc ça c'est local, si je veux te le prendre, je demande quoi? Je demande celle qui n'a pas de nom. C'est sac, je l'ai appelé. Ah, c'est parce que tu l'as eu. Après un numéro, c'est sac 3 ou 4. Ah, comme pour Chanel. C'est marqué sur mon plan. Ouais. Le numéro 5, exactement. Excellent. Bah, tu sais quoi, ça n'a pas du tout la couleur du goût. Ouais. C'est, j'aurais imaginé ça un peu acide, tu vois, comme ça. Et ah, tu voyais ça plus acide, ouais? Ouais. Très blanc, une chair très blanche, ouais. Pâle. Hein. Alors peut-être elle a été répertoriée dans la Bible des fruitiers du Sud-Ouest, mais... Mais t'as pas réussi à savoir... Non, j'ai pas trop cherché. C'est en fait la première année où j'ai des fruits. Donc, J'aime bien, c'est vrai que moi je suis plus pomme acide, normalement, mais c'est original. Et alors tu récupères vraiment du local pour les reproduire. Tu goûtes, bien sûr, pour savoir à quoi ça ressemble. Et après, bah, tu reproduis ça sur... T'as quoi comme porte-greffe? Parce qu'on a déjà fait des cours sur la greffe. Tu utilises quoi comme porte-greffe pour vendre? Donc du franc, pour les plus rustiques, pour les personnes qui n'ont pas trop envie de s'embêter et qui ont envie de faire un arbre d'abord avant de faire du fruit. Parce qu'aujourd'hui, bah, quand on achète un arbre dans le conventionnel, c'est-à-dire à point vert ou RAGT, on a un produit qui vient dont c'est plus trop où maintenant, puisque bah, forcément les paysans plient boutique de plus en plus, donc viennent de grosses surfaces, on ne sait pas exactement d'où. Il y en a quand même en France, mais des très grosses surfaces, greffées sur des porte-greffes qui sont, on dit, à vigueur faible, qui font des petits arbres, parce que, par exemple, M9, voire M27, qui sont des vigueurs tellement faibles que les arbres sont quand même fragiles et ont besoin d'énormément de soins. Et mes clients, ce que je vois la plupart du temps, c'est qu'ils ont plutôt envie d'un arbre en fait rustique, qu'on n'ait pas trop à s'en occuper, et qui puisse pousser sans qu'il y en ait un excès de soins à fournir. Et donc, ce qui est dramatique un peu là-dedans, c'est qu'on vend des arbres qui sont... très demandeurs de soins, très techniques, j'ai envie de dire, entre guillemets, puisqu'ils sont à la base plutôt destinés aux professionnels qui ont des méthodes de soins industrielles, mécanisées, automatisées, arrosage, engrais, souvent dans les meilleurs sols possibles. Et donc on vend ce type d'arbre à des clients qui n'ont pas du tout les mêmes conditions chez eux. Alors qu'ils voudraient juste le planter une fois. Et voilà, ils voudraient juste le planter et s'en occuper quand même un peu, lui parler éventuellement. Oui, l'enlacer. Voilà, faire du yoga avec des arbres. Et avoir des fruits. Et tu parlais tout à l'heure que toi, tu n'arrosais pas tes arbres. Je présume que plus tu prends c'était quoi, M27, tu disais tout à l'heure? Oui. Ça a un enracinement très léger par rapport à un franc. Très léger, ouais, très léger. Un enracinement très léger, vraiment de surface, très faible.
Même on le voit, la greffe marche pas aussi bien que sur le franc. La pousse de première année est plus réduite aussi, puisque la vigueur est plus faible, donc c'est tout à fait logique. Et alors voilà, ce que je disais, ce qui est dramatique, c'est que les gens du coup ils achètent ces arbres-là en pensant bien faire, il n'y a que ça qui est en vente de toute façon, donc sur pommier. Donc on plante ça, et puis en fait l'arbre est tellement en stress la première année qu'il se met à fleurir et avoir une abondance de fruits, et on se dit super, c'est gagné. J'ai ce témoignage très très souvent, hein. Et la deuxième année, bah, il est mort. Parce que c'est au détriment de la croissance quand il se met... Et bah, comme il a un enracinement très faible et que on lui apporte pas tout ce qu'il faudrait pour sa croissance, c'est-à-dire de la fumure, de l'eau en quantité, en masse, du travail de sol pour limiter l'enherbement, la concurrence, ou des techniques, après il y a d'autres techniques, hein, comme le paillage, etc., qu'on va voir là-bas. Mais du coup, on a des arbres qui s'enracinent pas, qui tirent la gueule, en gros, qui sont des fois plantés dans du remblai, dans des trucs où il y a de la brique, du ciment ou je sais pas trop quoi. Et donc le truc, forcément, il fait pas long feu. La première année, je te dis, il fait plein de fruits, je te dis, et après il meurt. Il sait pas où Donc, les nutriments et tout. Voilà, donc donc greffer sur du franc, planter des arbres greffés sur franc, c'est une très bonne idée. Après, ben forcément, ça a des inconvénients, c'est-à-dire que ça fait des arbres grands. Donc là la taille en arcure est intéressante. Là, on est sur quoi, par exemple, sur cela? Là, comme forme, comme taille. Excuse-moi, comme porte-greffe pour avoir quelque chose de cette taille. Porte-greffe sur du franc, là. Sur du franc? Ouais. Ah ouais, bah, c'est pas si énorme que ça, j'aurais dit. Non, à 8 ans, on a ça. Après, du franc à 8 ans, c'est un bébé encore, hein. Oui, voilà, il faut se replacer dans une logique d'arbre, ce qui est vraiment pas facile en fait. Et moi-même, j'apprends encore. Et depuis 15 ans, je suis encore un bébé quoi, sur les arbres fruitiers. Et ça permet d'imaginer que ces arbres, d'habitude, ils sont en forêt et que quand ils atteignent une taille respectable comme ça, ils ont déjà 30 ou 40 ans et qu'ils sont qu'à la moitié de leur vie. Ça peut vivre jusqu'à combien Et bien sur France, les anciens tablaient sur une centaine d'années. Ah oui, d'accord. Ouais. Plus qu'un humain, quoi. Ouais. Là, il est encore en train de téter, quoi. Exactement. C'est un petit, donc il a fructifié là. C'est la première année où il a vraiment des fruits. Ok. Alors Julien, là, qu'est-ce que c'est comme arbre, celui-là? À pied étoilé? À pied étoilé? Ouais. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors, j'ai appris récemment là, que ça venait de là, pommes de reinette et pommes d'api. Oui. Et il y a des apis, il y en a d'autres. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Tiens, j'en ai une là, je crois. Ouais. Hop, c'en est une autre. Et c'est pas la même que celui-là? Si. Ah si, d'accord. Si, c'est la même. Elle est belle. Et alors c'est quoi ces petites taches là qu'on voit en général? C'est des insectes qui essaient de piquer? Non, je sais pas trop ce que c'est ces taches là. Soit peut-être des bactéries, mais ça part au lavage, ouais. Ça part au lavage. Là, il y a un petit peu de tavelure. Là aussi, mais on voit que c'est quand même très résistant, quoi. Là, il n'y en a pas, quoi. Là, il n'y en a pas. C'est des variétés justement sur la tavelure qu'il n'y a pas besoin de traiter. Et alors, tu peux nous parler un petit peu de la pomme d'api, résistante. En quoi elle est intéressante par rapport à d'autres? Très tardive déjà, pomme de garde, on peut garder très longtemps. Alors elle est donnée pour être mangée en janvier, pour être cueillie en décembre et mangée en janvier. Bon, c'est-à-dire que comme tous les fruits, ils supportent quand même pas trop le gel dessus. Ça, ils deviennent translucides, donc c'est pas génial. On essaie de les cueillir aux premières gelées. Donc voilà, donc maintenant ici, première gelée, hein, c'est en décembre, si gèle. C'est moins sûr. De quoi? Je connais pas moi. Depuis que je suis là, non, pas du tu vois, il n'y a pas de gel. Et donc après on commence à la manger en janvier. Donc on la met en cave en décembre. Au fruitier, on dit. Après, et après on peut la garder jusqu'en apparemment même mai, je crois, mai-juin, un truc comme ça. Hein. À ce point-là? Ouais, à ce point-là, ouais. À ce point-là. Donc c'est vraiment là ce genre là ça c'est à pied étoilé, c'est ça? Oui. Donc une personne qui te prend ça, en plus des autres pommes, ce genre de pommes, déjà il est sûr, une fois qu'elle aura un certain âge et que ça donnera des pommes, que la personne pourra conserver, ce qu'on appelle donc les pommes de garde, jusqu'aux prochaines floraisons et prochains arbres qui arrivent à terme. C'est quoi en juin qui arrive? C'est des cerisiers? Ouais, en mai, juin, on a les cerises. Mai, on a les burlates hein, qui sont les plus précoces. C'est la référence pour la précocité des. Et puis si on a envie d'un peu plus de sucre au jardin, on a les fraises. D'accord. Donc voilà, mai, juin, on a les cerises. Et tac. Et en suivant, on a des prunes, abricots si on a des abricotiers.
Donc, donc non, il y a moyen de faire toute l'année. Toute l'année, grâce à ce genre de stratagème. Grâce à ce genre de variété. La poire coin, au niveau poire, elle est aussi peut être très voilà, on la revoit. Elle est donnée pour être novembre, hein, mûre en novembre. Et elle peut se conserver si elle est en bon état, si elle est dans les bonnes conditions, la bonne hygrométrie, etc. Elle peut se conserver bien 2 ou 3 mois, quoi. Ah ouais, Donc ouais, on arrive décembre, janvier, février, mars, si on s'est bien débrouillé, on peut manger encore de la poire. Ça, c'est quelque chose, on n'en parle pas souvent et on va un peu plus le développer sur l'archipel, de planter, pas que aussi pour le goût et par rapport à nos envies, de planter si on a envie d'avoir tout au long de l'année. Et donc ça fait partie des pommiers que que tu nous montres, mais c'est vrai que ça peut être un bon conseil à pied étoilé pour pouvoir conserver jusqu'à ce qu'il fasse beau à la prochaine saison et qu'il y ait tu disais les cerises qui arrivent en burlate, qui arrivent qui arrive le plus tôt. Oui, le plus tôt. Et puis après, dans les fruits d'été, on peut avoir des pêches de vigne jusqu'en septembre. D'accord. Donc après, niveau septembre, on a des pommes. Donc voilà, on a fait la boucle. Donc Julien, oui. On s'est arrêté ici. Tu veux nous montrer quelque chose? Je t'écoute. Ce que je voulais vous montrer, c'est les donuts. Donc un système de plantation, une unité, en fait, j'appelle ça, de production, que je trouve intéressante, personnellement, parce qu'on peut la reproduire, qui demande un travail de base un petit peu conséquent, parce qu'en fait, on a une tranchée là, au milieu, donc qui est faite avec des outils assez solides, hein. Ici, on a un sol plutôt argileux, donc assez lourd, donc des outils quand même assez solides, un outil qu'on appelle le loucher. C'est un outil de pépiniériste d'ailleurs, qui est une bêche plate, mais effilée et assez longue. Et c'est de la tôle qui fait 3 mm et demi d'épaisseur. C'est un investissement, mais je trouve que quand on se met à investir un lieu qu'on conçoit en permaculture et que donc on va avoir pas mal de trous à faire pour planter des arbres, tu dois le savoir. Et pour moi, c'est un investissement essentiel, quoi. Parce que quand on prend l'outil avec le manche en fibre, en gros, c'est sûr que c'est pas le bien de le laisser dehors, au soleil, à la flotte, etc. Ça vaut 170 €, hors taxe sûrement, mais voilà, on l'a pour un moment normalement, parce que c'est de la ferraille qui est épaisse, etc. Donc bref, il y a une... C'est bon à savoir, c'est bien. Ouais, je le conseille, franchement c'est un investissement. Il y en a des plus larges pour la plantation, Okay. Et il y en a des plus effilés pour l'arrachage des plants. D'accord. Voilà, parce qu'on dit arrachage, on les déterre si vous voulez, mais quand on est dans l'action, on arrache, quoi. C'est physique, mais pour moi c'est un plaisir quand même de le faire à la main. Parce que si on repart sur la pépinière, c'est un travail d'arbre en racines nues. C'est un travail très important et très physique qui demande beaucoup d'arracher les plants. Il faut faire tout le tour, etc. et arracher pour avoir un maximum de pivots. Mieux tu l'arraches, mieux ton client après pourra avoir une reprise efficace chez lui. Ouais, plus on conserve de pivots, on retaille un peu les coupes. De façon à ce que ça motive un peu la pousse à cet endroit-là, okay. Ce qu'on fait classiquement. Après, maintenant, on parlait de l'arrachage tout à l'heure, c'est un petit peu pareil, c'est à tester, c'est à voir. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu dogmatisants, on dit c'est comme ça qu'il faut faire, sauf qu'on n'en est pas vraiment sûr. Alors bon, bref, on le fait, c'est comme ça, mais on arrive à arracher quand même des racines comme ça. Donc moi, ça, c'est la pivot quand tu dis ça. Je fournis aux clients, voilà, les pivots, il y en a plusieurs. Parce que c'est un plant qui vient de l'extérieur, donc a déjà été repiqué, donc forcément qui a été dépivoté. Voilà. L'arbre qui n'a jamais été dépivoté, c'est l'arbre qui a germé sur place. Avec la graine directement. Avec la graine directement, le pivot n'a jamais été cassé, il continue à chercher. Donc ça, c'est le meilleur des cas. Sauf que c'est un inconvénient, tu m'as dit que la fructification pouvait aller très loin. Elle peut être très longue, donc c'est un arbre qui va être intéressant à greffer, puisque son système racinaire, lui, le fait de le greffer va quand même le modifier, mais en profondeur, il n'aura jamais subi de stress, de crise de transplantation. Donc ça, c'est intéressant. Après, c'est intéressant aussi de le laisser pousser de toute façon, de façon naturelle et d'attendre. Par contre, oui, effectivement, c'est très long. On a vu des pommiers qui ont 200 ans, 200 à 300 ans, les pommes tout à fait bonnes. On sait qu'il a germé sur place, mais on estime sa mise à fruit à 20 ans. Attends, t'imagines? Voilà, donc on n'est plus trop dans le temps, on n'a plus envie d'attendre tout ça, quoi. Alors qu'on vit plus longtemps qu'avant.
Alors C'est qu'on ça qui vit est plus drôle. longtemps qu'avant, c'est vrai que c'est quand même assez, ouais, c'est assez surprenant finalement. On vit plus longtemps qu'avant, mais on n'a plus le temps. Et quelqu'un m'avait dit, lui, il a ressemé des noyaux de noyer sur place, donc pour cet intérêt-là, pour le fait que d'ailleurs le noyer, ça a un pivot très très fort, hein, donc c'est vraiment un peu comme le chêne, c'est très très pivotant, donc c'est important a priori qu'il soit intact. Et la personne donc a semé à droite à gauche. Ce qu'on faisait avant, ils avaient le temps. Pourtant ils mouraient plus jeunes, mais bon, ben, ils avaient le temps, ils étaient inscrits dans quelque chose de différent, les enfants prenaient la suite, c'était comme ça, les traditions, etc. Bon. C'est pour ça qu'ils étaient moins pressés, ils héritaient sûrement de leurs parents. Ils héritaient des arbres de leurs parents, donc chacun, à chaque génération, héritait des arbres de leurs parents, donc ils étaient moins pressés. C'est vrai, maintenant on n'a plus tout ça. Mais pour dire que si on n'est plus fourni par des arbres de grande production, de production à grande échelle, si on n'est plus fourni par ces arbres, cette personne me disait qu'il faudrait revenir au semis. Et si on revenait au semis, il estimait, peut-être c'est un peu beaucoup, mais il estimait à une 50aine d'années à peu près sans avoir vraiment de fruits de façon conséquente. C'est un peu inquiétant. En tout cas, c'est pour ça que je dis semer des arbres, quoi. Semer des arbres, allez-y, plantez des arbres greffés, il y a de tout, hein. Forcément, je me fais pas de la pub en disant ça, mais plantez des arbres greffés aussi, plantez des porte-greffes, plantez des piquets à droite, à gauche, en bordure de propriété. Faites-vous une clôture avec des piquets, ou même sans clôture, juste les piquets, les oiseaux vont se poser, et dessous, vous aurez toujours des porte-greffes qui vont sortir. Excellent. Ouais. Ça, c'est tout bête, Ouais, j'en ai en tout plus. bête Donc. et c'est tout con, et ça marche bien, quoi. Noté. On parlait des Ouais. donuts. Voilà, donc on parlait des donuts, on est là. Donc une tranchée, on bâtit au milieu, on fait une grosse butte. Alors moi ici c'était une période, il y a des photos, c'était une période humide, donc ça a fait vraiment des tuiles. Donc j'ai bâti un truc, j'ai maçonné. Avant de bâtir, j'ai sous-creusé. J'ai fait un trou, d'abord comme un trou de plantation, plutôt réduit. Et une fois que j'ai monté ma butte, j'ai planté l'arbre en hauteur. En fait, l'arbre il est en hauteur. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai de l'eau. J'ai de l'eau au printemps, j'ai de l'hydromorphisme. D'ailleurs, tu peux voir les saules là. Ouais. La pousse de l'année, elle fait 2 mètres. Ça, c'est une pousse de l'année, ça? Ça, c'est les pousses de saules de l'année. Donc on voit là, celle-là. Là. Donc là, on voit que j'ai taillé là. Ouais. J'ai taillé là et on voit qu'elle a poussé. Donc elle a trouvé la flotte, quoi. Ah ouais, là, il n'y a pas de doute. Pourtant, il n'y avait pas de racines, c'est des boutures. Hein, c'est une bouture là. Ah oui, carrément. Ouais. Donc ça peut voilà. Partir de boutures sur tout le sol. Hein. Pour dire que sur un sol hydromorphe, c'est intéressant. Oui, le sol en bouture marche très très bien. Si vous avez un petit peu d'eau, on l'arrose. On l'utilise pour faire des boutures, donc ça c'est encore en test. J'aimerais moi quelqu'un qui fasse des analyses d'ailleurs, qui puisse analyser l'eau de saule ou de ronce et dire oui, il y a des éléments de l'hormone de bouturage naturelle qui se développe dans la flotte. C'est tout à fait intéressant. Pour une bouteille à la mer là. Après, oui, je vous dis exactement. Ah, si un scientifique par là qui a envie de faire des études là-dessus, super. Écrivez à Julien. Ouais. Et en tout cas, de façon empirique, c'est tout à fait intéressant de le faire, ça c'est sûr. Et même je pense tout simplement, sans forcément écraser, faire macérer avant, etc., de mettre une bouture avec ces boutures dans l'eau par exemple. Si on bouture des choses dans l'eau pour les faire raciner, mettre une bouture de saule dedans, ça pourrait avoir un effet aussi. Et même si ça n'a pas d'effet, on aura quand même une bouture de saule racinée. En plus. Bon. Et donc on a été au donut. C'était comme moi, tu pars sur d'autres choses. Ouais, je veux partir sur énormément de choses. Il peut y avoir énormément de choses à voir ici. Tous les mètres, on peut faire 20 minutes de vidéo, je pense. C'est quoi, je prendrai un abonnement et puis je reviendrai. Ouais, pas de problème, l'abonnement est pris. Et donc voilà, donc unité de production intéressante où en fait on a une butte comme ça et on a un surcreusement comme ça, une petite cuvette en hauteur. Donc comme je disais, un sol hydromorphe, donc c'est intéressant de surélever un peu l'arbre. Si on a une semelle de labour aussi, ça peut être une solution. Du coup, on va augmenter. Une semelle de labour, c'est un terrain qui a été labouré pendant trop longtemps, ouais, qui du coup, en sous-sol, selon le labour qu'il y a eu, on a retourné tout le temps la terre, tout le temps la même profondeur, et du coup dessous c'est tassé, c'est infranchissable par les racines. Et ça pose des problèmes. Du coup, ça peut être une solution pour planter quand même des arbres. Ça peut être une solution quand on a des sols maigres, quand on n'a pas beaucoup de sol. On a ça de sol par exemple, enfin un petit peu plus quand même.
On a 20 à 30 à 40 cm de sol, et ben là du coup on va en avoir un peu plus. Et oui, voilà, on va creuser au bout, creuser sur les bords, on va creuser sur les bords pour remonter la terre, ou on va rapporter de la terre de l'extérieur éventuellement. Et cette unité de production du coup elle est intéressante parce qu'on va contreplanter en dessous de l'arbre. L'arbre va prendre sa place au-dessus. Bon, celui-là il n'est pas très parlant je crois, mais celui-là là-bas, un pommier. Parce que j'en ai fait 14 comme ça. J'aime bien des fois m'amuser. Ouais, histoire d'être sûr. Voilà, je teste un truc. Un ou deux tests. Ouais, non, moi j'en ai fait 14. J'en ai fait 14 parce que ça me paraissait bien. Et ouais, celle-là elle est assez grande. Donc voilà, on aurait l'arbre au-dessus qui est dominant. Et au niveau de la lumière. C'est un pommier ça? C'est un pommier, ouais. Okay. Ouais, c'est Blanche d'Espagne. Super variété. T'en as à la pépinière? Faut regarder, j'en ai peut-être quelques-uns, ouais. Et du coup, le principe, c'est en dessous, c'est de contreplanter des choses qui supportent l'ombre. Et là, tu as planté quoi? Donc il y a du cassis, de la groseille. Alors ils font mine qu'ils ont un peu soif. Il y a le tuyau, mais il n'a pas servi. Toujours dans cette recherche de consommer un minimum d'eau. Alors si on se fait ses propres boutures, eh ben, on a une fourniture végétale qui est importante. Donc voilà, on peut essayer, réessayer. Sinon, eh ben, un petit goutte à goutte ou un arrosage manuel, eh ben, c'est toujours pas mal pour faire démarrer les choses. Je me permets un truc, excuse-moi Julien, parce que je le dis souvent et ça le reconfirme et ça me fait plaisir quand je vais voir des gens qui confirment ce qui est souvent dit sur l'archipel. Quand vous mettez, pour les personnes qui font du paillage, ne mettez pas ça de paillage. Est-ce que vous voyez, je vais vous montrer la hauteur et la largeur du paillage de Julien. Non mais c'est impressionnant, franchement. Eh ouais, là t'as remonté un peu de terre. Ah non, c'est le paillage? Non, c'est de la terre que t'as remonté là. Là c'est la terre. C'est la terre que t'as remonté. Mais on le voit aussi là-bas, sur celui au fond. Et là on est sur l'épaisseur de paille quoi. On est sur l'épaisseur de paille comme ça. Là elle s'est tassée déjà depuis, mais à chaque fois c'est 10 cm minimum. 10, 15 c'est bien. Minimum, ouais. Minimum, bien sûr. Si on peut, après, bah, voilà, 10-15 cm, c'est vraiment ce qu'il faut. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est vrai que c'est quelque chose que les gens mettent pas 3 brins de paille, tu vois, parce que il y en a, ils feraient un petit paillage juste ça, tu vois, pour dire j'ai un peu paillé, tu vois, là il y en a encore quoi, faut y aller. Ouais. Il y a encore d'humidité. Et on peut voir que on peut. Et là, il y a 2 ou 3 ans, il y a 2-3 ans de paillage, hein, même depuis qu'elle a été faite. On peut creuser à la main dedans. Hein. Il a fait. Chez moi, voilà, on peut creuser dedans. Mais bon, parce que aussi, ça fait longtemps que ça a été paillé. Voilà, le chien dent n'est pas gênant. Il se désherbe très facilement et même il ressort pas finalement. Il arrive tout à fait à vivre en symbiose avec le reste. C'est pas ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Quand on a un système vivant comme ça, elles sont finalement pas si gênantes que ça, parce qu'il y a des nutriments, il y a tout ce qu'il faut. Paillage à la luzerne, super, moi je vous conseille un truc, franchement, c'est de pailler, paillage à la luzerne, ça coûte un peu plus cher, c'est très riche en matière carbonée, il y a de l'azote aussi, et ça fait un super humus très rapidement. C'est un de mes premiers paillages que j'ai fait ici, parce que je m'étais fait moi-même près de 200 bottes de luzerne, des petites. Ça vaut 2 balles et demie à peu près la botte, tu vois. Contre 1 euro la botte de paille. Ah, moi je les achète chez moi à 2 euros. Donc tu vois, c'est pas. La luzerne? Non, la paille. Ah, la paille, ouais. Bah, chez un paysan, si t'en prends 10, 20, 30, 40, peut-être qu'il la fera à ce prix-là. Mais faut investir là-dedans, quoi. Je pense que c'est un super investissement et le paillage de luzerne est très intéressant pour ça. C'est qu'en plus, au fur et à mesure de la dégradation de la matière organique, ça va nourrir tous les insectes du sol qui vont recycler la matière et qui vont la rendre disponible pour les arbres, pour ce qu'on cultive dessus. Donc on arrive dans un truc dynamique et après il n'y a pas besoin d'engrais, quoi. On crée un sol forestier, donc on crée les conditions de la forêt. Dans la forêt il n'y a pas de problème. Ici aucun. Et j'ai fait des préparations, décoctions, macération de plantes. Prêle, ortie. Macération d'ail, c'est une macération huilique, donc ça c'est pour traiter, pour limiter tous les proliférations de bactérioses, éventuellement oïdium aussi, et consoude. Ouais. Bon, moi j'en ai 4, je pense que déjà si vous en avez 3, c'est une bonne caisse à outils déjà. Pour tester, vous allez avoir des interactions entre ces produits. C'est comme quand on a une piqûre, on dit on prend 3 herbes, peu importe lesquelles, pour la combinaison. Okay. Ouais. On a un effet global en fait
qui va forcément, il y a quelque part un composant qui va être OK. Si on prend trois feuilles de familles différentes, d'herbes de familles différentes, ben là c'est un peu le même principe, quoi. C'est un peu le même principe. Et on utilise un mouillant, argile par exemple. Ouais. Argile d'ailleurs, on fait des tests sur la résistance à la canicule. Si on enduit légèrement les feuilles d'argile par pulvérisation ou soufflage, en soufflant dessus, on arrive apparemment à un peu isoler, comme la maison, avec quelque chose qui respire, les feuilles des végétaux. L'argile permet de faire respirer. Oui, à la base, moi, là, on l'utilise comme un mouillant. C'est-à-dire que l'argile va fixer le produit. Okay. Voilà, va fixer le produit naturel que j'utilise. Mais il n'y a aucun intrant de l'extérieur, quel que ce soit. Et la recette est très simple. Hein, pour les, on va rester sur ce qu'on appelle purin, extrait de plante. Macération. Extrait de plante. Ouais, macération, c'est encore différent. C'est 1 kg pour 10 litres. Okay. Facile. 1 kg frais hein, pour 10 litres d'eau. On tourne dans un endroit pas en plein soleil, dans quelque chose d'opaque, pas en métal, ça peut être en plastique. On n'a pas tous, voilà, on va pas forcément tous acheter des trucs en grès au vide-grenier, ça peut se vendre assez cher, bref. Bidon en plastique bleu, on coupe, voilà. Et alors on tourne avec un couvercle, c'est bon, on trouve un couvercle, et on tourne. Et quand ça fait plus de bulles, c'est prêt. J'ai testé pour le purin d'ortie. Hyper simple. Et après on filtre. Ça c'est un peu plus gênant. Le purin d'ortie, bah ouais, ça sent un peu l'urine de vache, tout ça. Mais quand ça sent juste l'urine de vache, c'est pas non plus affreux. C'est que du végétal. Hein. C'est qu'une odeur. Et donc une fois qu'il n'y a plus de bulles, et ben c'est prêt quoi. Et là on le filtre à 1 pour 10. Donc pareil, 1 litre pour 10 litres. En pulvérisation. 1 litre pour 10 litres, non, c'est 1 litre pour 20 litres en pulvérisation, 1 litre de produit pour 20 litres d'eau, pulvérisation, 1 litre pour 10 litres pour l'arrosage. Voilà, on peut l'utiliser plus concentré en arrosage. Il y a toujours la star qui est là. Et alors, excuse-moi, tu étais en train de me dire, est-ce que tu peux me redire ce qui accepte fortement l'ombre que tu plantes au pied des arbres? Eh ben, cassis, groseille, caseille, ronces sans épines, les ronces comestibles. Ça peut être de la ronce classique aussi, hein, pourquoi pas, parce que la ronce classique, eh ben, elle est précurseur de la mécornisation, c'est précurseur de la forêt, c'est précurseur aussi des arbres fruitiers. Et voilà, moi j'y mets même des pêchers de vigne, okay. Ouais, qu'on va tailler plus souvent. Okay. Ce qui est intéressant, c'est de ramener des familles extérieures à la rosacée. L'arbre fruitier, pommier, poirier, prunier, ce sont des rosacées. Il va redemander. Et plein d'autres. Il est trop fort. et donc de ramener les rubus par exemple, ou alors rubus pour les cassis, groseilles, caseilles, grosseillas macro, et ribes éventuellement pour les ronces. Eh ben, ça va ramener des nouvelles, ça va ensemencer en gros la terre, ça va ramener des matrices. Il y a Ernst Götz qui dit ça ramène des matrices de cortèges de bactéries et de bestioles différentes, voilà, qu'on ne va pas retrouver dans un milieu uniquement de rosacées. D'accord, bah c'est pour ça que la nature fait du mélange, voilà. Prenez-en de la graine, c'est le cas de le dire. Exactement, ouais. Joli. On va se rapprocher un petit peu de la partie. Ouais, là, il y en a juste là. Je pensais que tu allais plutôt aller vers le. Ouais, on va y arriver comme ça. On va y arriver par là, ouais. Je suis perdu, il y a trop d'arbres. Un qui a bien poussé, voilà. Encore un pommier. Non, un prunier. Ça, c'est un prunier? Ouais, Brian, un prunier. Ah merde. Ouais, alors comment on reconnaît un prunier d'un pommier, par exemple? Il faut regarder les bourgeons. On voit qu'on a des bourgeons pointus. Ça, c'est des bourgeons à bois. On voit qu'on a des bourgeons très pointus, un peu piquants. Ouais. On peut définir le bois de 2 ans là. Ah mais tiens, celui-là, bois d'1 an, il a ses caractéristiques assez rouges. Okay. Caractéristiques assez communes sur les pruniers et les pêchers. Okay. Un amandier un petit peu moins rouge, je pense. Et donc surtout, c'est des bourgeons très pointus là. Ah ouais. On peut regarder sur le pommier. Allez, on va pouvoir comparer. Mais et ça, c'est des bons conseils, ça n'empêche. Pour les gens qui se promènent, tu sais, pour du sauvage et tout. Ouais, alors là, il y a encore les feuilles, c'est normal, on va les enlever. Ouais,
Et là, c'est moins pointu. C'est moins pointu. Attends, j'essaie de me placer pour qu'on voit On a... pas. Ouais, voilà, on voit que c'est Ouais. plus plat. Ouais, c'est plus plat. Ouais. Effectivement, c'est un peu moins décollé du rameau. Et c'est un petit peu plus... il y a une forme un petit peu plus en cœur. Ouais, en cœur, ouais. Beaucoup moins pointu. Après, les variabilités de couleurs, elles peuvent être très grandes d'une variété à l'autre. Mais on a quelque chose de plus marron sur le pommier. Tu disais foncé. Ouais. On a quelque chose d'un peu plus crème. Un peu plus... Yes. Voilà, les lenticelles aussi sur le pommier. Ouais, c'est les petits points blancs là. Ouais. C'est lenticelles. Ouais, lenticelles, c'est des surfaces d'échange gazeuses. D'accord. Ouais, entre l'atmosphère et l'organisme. Eh ben. CO2, oxygène. D'accord, bah écoute, tu nous donnes beaucoup d'infos. Ouais, alors on peut mettre au pied, on peut mettre aussi de la vigne. Oui. Je les ai plantés assez proches parce que je voulais arriver à conduire la vigne en hautain, c'est-à-dire d'un arbre, éventuellement avec un support au milieu, en hauteur en tout cas, d'arbre en arbre quoi. Bon alors avant que tu commences, excuse-moi Julien, je veux juste te charrier parce que tu dis que tu fais tout naturellement à la main et tout, et je vois un tracteur. Bon, vu comme il est rouillé, il doit pas servir souvent. Ouais. Mais c'est quoi son histoire? Ouais, alors bah déjà j'ai envie de dire qu'il y a, dans permaculture, il y a culture de la permanence. Et mon dos a besoin d'être permanent, donc pour pouvoir continuer à produire des arbres pour le plaisir des papilles et des clients. Et pour que mon dos puisse fonctionner encore de longues années, eh bien, on a inventé ça. Voilà. Après, ça dépend à quelle fréquence, de quelle année il est. Est-ce qu'on le renouvelle tous les jours? Ou bon, ouais, tous les jours j'exagère, mais tous les 10 ans, parce que construire un tracteur, bah oui, ça coûte beaucoup de matière grise, d'énergie grise et de matière grise pour les gens qui travaillent dans les bureaux. Et même si je n'ai rien du tout contre les gens qui travaillent dans les bureaux, en tout cas, ben, il va servir pour créer les buts de culture. Là où j'ai les arbres fruitiers. Bon alors là j'ai essayé à plat. Bon, ben, je préfère sur but finalement pour moi. Mais parce qu'ici, je suis toujours en expérimentation, toujours. Depuis 15 ans, je renouvelle et une fois que j'ai validé quelque chose, je vais essayer autre chose pour revalider autre chose. Et ce qui me permet d'avoir une longueur d'avance sur des techniques que je trouve, que je glane un peu à droite à gauche et mes propres sensations en me disant tiens si je faisais ça, ça serait pas mal et il y a des super retours donc ouais non pour moi c'est la bonne technique et après à force du coup je me fixe sur des choses qui me plaisent comme cultiver les arbres fruitiers doublés. Les sillons, les arbres fruitiers sont doublés. Si tu me suis, on va pouvoir le voir. Je vais faire gaffe de ne pas marcher sur tes... Alors attends, juste ici pour préciser aux gens, on est en plein milieu, donc ça ce sont tous les arbres que tu vends. Pépinière de production. Pépinière de production. Et ouais, c'est pour ça que je vais faire gaffe là où je marche, parce que je sais pas si les gens... Oh si, quand je me mets là, on voit bien. Il y en a combien là à peu près sur cette zone? Là, il y en a 1 millier. Ah, on dirait pas. Ouais, on dirait pas, mais il y en a 1 millier. Tous n'ont pas réussi, mais à la base, il y a eu 1 millier de porte-greffes de plantés. Et combien ont réussi? Qu'on ait un petit pourcentage? Entre planter le porte-greffe et vendre un arbre, il faut compter 70% de vente, donc 30%, de réussite, 30% de perte. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire 70% de perte. Non. Sur pommier, au niveau greffage uniquement, sans parler de la reprise du porte-greffe, au niveau réussite, on est facilement à 90% de réussite. D'accord. Voilà, et régulièrement à 99,99, on dit jamais 100%. C'est comme ça. Et voilà, donc ouais, si on enjambe un peu celle-là, hop, on va se décaler un petit peu en pas chassé sur la droite. Ouais. Alors c'est plus ou moins régulier, hein, mais voilà, on peut voir des doubles rangées. Là. Un pas celui-là, stop, si tu t'arrêtes là. Ouais. Là, on peut voir que là, il y a 2 rangées. Ouais. Il y a un passe-pied à côté, et à gauche, il y a 2 autres rangées. Et alors pourquoi ça? Parce que en fait, quand on désherbe, alors là, elles sont un peu écartées, mes rangées, mais quand on désherbe un arbre, en fait, et qu'on a l'autre qui est juste à côté, on a pratiquement désherbé 4 arbres.
Génial. Ouais, c'est augmenter la densité. Et alors je dis que j'essaye en fait d'être dans une logique de semis sous couvert en fait, de semis naturel dans la forêt. Un arbre, quand il va, toutes les graines vont revenir au sol. On va avoir une densité très élevée de semis. Et donc j'essaye d'être dans cette dynamique-là, dans une dynamique forestière toujours. Je monte un peu la tête de ton sol parce que c'est pas conventionnel de voir ça. Non. Chez tous les pépiniéristes, et tu sais que je vais souvent en voir, il y a beaucoup de pots en plastique parce qu'ils expédient et tout. Là, ça fait bizarre de se dire que ça, quelqu'un te dit, ah ben je veux celui-là, tu lui déracines en live, il repart avec ça, il le replante dans la foulée chez lui. Exactement, ouais. C'est du très frais, c'est-à-dire que les personnes elles viennent et puis je leur arrache l'arbre devant eux. Alors là c'est un petit peu tôt, hein, ils sont encore très verts, etc. Le sol est encore pas assez humide encore pour l'arrachage. Et ils arrivent avec ça de racine et voilà, et ça de racine. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de motte, hein, il n'y a pas de terre autour, hein, c'est des racines nues, hein. Donc voilà, donc ça il ne faut pas en avoir peur, il faut juste le faire à la bonne période. C'est-à-dire que là actuellement la bonne période elle commence au 25 novembre et elle ne s'arrête pas au 26 novembre, hein. Qu'on soit bien d'accord, parce que ça beaucoup c'est un peu le 26 on m'appelle, on me dit ça va, c'est pas trop tard pour planter des arbres? Non, c'est pas trop tard, c'est la Sainte-Catherine, tout arbre reprend racine. Voilà, Alain Gillot-Pétré a fait beaucoup de mal aux pépiniéristes, mais bon c'est pas très grave. Feu? Ah il est mort, ah ouais, désolé. Bon, et donc voilà, moi je vends des arbres jusqu'en mars, mi-mars, mais on est d'accord, c'est toujours bien d'avoir planté avant le jour de l'an, quoi. Décembre paraît être ici la bonne période, hein, pour planter, mais à commencer mi-novembre. Je me permets un truc, là je le dis discrètement, hein, mais à chaque fois que je vais visiter un pépiniériste, il se fait assaillir, il se fait tout prendre, donc je pense qu'en mars normalement il y aura moins de choix, donc, et puis c'est pas une bonne idée, vaut mieux le mettre comme tu dis quand même pendant la période hivernale. Oui, tout à fait, comme ça me laisse le temps aussi en mars de développer d'autres activités comme la formation. Tu l'as dit tout à l'heure que tu faisais des formations. Ok. Donc on démarre en mars, hein, mars-avril, 2 mois de greffage. Donc il y a une formation greffage sur table. Alors là on greffe un porte-greffe en mars, donc on est encore dans la période pour planter. On le greffe, souvent du pommier puisque la réussite est bonne. On prend l'arbre, on le plante chez soi. C'est-à-dire que l'apprenant, celui qui vient faire la formation avec moi, il greffe son arbre et il part à la maison. Il s'entraîne avant, bien sûr. Il part avec son arbre chez lui. Et il le plante. Et beaucoup de réussite, hein, des gens qui me disent « Ah ouais, dis donc, l'arbre, il a bien marché, il a bien... » Alors moi, je pensais... Ouais. Ah, pas de souci. Toi aussi, t'as... Moi, j'avais pensé, ah bah, je lui ai vendu un arbre et il a repris. Je lui ai dit « Oui, bah, heureusement quand même. » Et il me dit « Non, c'est la greffe que j'ai fait en formation. » Je fais « Ah super, votre greffe a repris. » Voilà, donc ça fait plaisir et ouais. Ben oui, ils sont contents, les gens, ça fonctionne. Après, je fais de la formation sur la formation d'arbres, comment conduire l'arbre fruitier, comment comprendre comment il fonctionne. Ok, on ira voir. Tu sais, tu parlais des ficelles tout à l'heure. Ouais. On retournera pour le filmer. Marche. Et du coup, d'ailleurs, on pourra aller voir la Sainte-Germaine, ouais. Ouais, et du coup, ça me laisse le temps de créer ces formations, de créer du contenu, quoi, avec ce qu'il va pouvoir y avoir autour. Aussi de la création, l'initiation sur des haies fruitières, donc multi-étagées, avec tous les outils qu'on peut avoir avec l'arbre fruitier. Et pas que l'arbre fruitier, où on a plusieurs strates, où on joue sur la lumière, on joue sur la densité, et on joue aussi sur la multiplicité de familles, comme je disais. C'est-à-dire qu'on ne va pas planter... Ouais, on va en faire une. On ne va pas planter que du fruitier, mais à l'intérieur, on va intégrer des choses différentes, comme du saule, très intéressant, bouture, matière organique, peuplier. Et une autre chose qui s'appelle Paulownia, ce sont 3 arbres qui ont des pousses très importantes, donc, qui produisent beaucoup de matière organique. Et cette matière organique, comme dans le cas du paillage à la luzerne, on va la relâcher, on va les tailler. Donc là aussi, je disais tout à l'heure, âme sensible, s'abstenir. En tout cas, on sort d'un anthropomorphisme, on va se dire est-ce qu'il souffre l'arbre. En tout cas, c'est pour créer de la matière organique, donc pour créer une certaine abondance qui va profiter aux fruitiers qui sont à côté. Et tout ce qu'on va pouvoir implanter, ça peut être des légumes, ça peut être des artichauts, on peut avoir plein d'idées. Si on multiplie les espèces, on aura un système global encore plus résilient.
tu m'as déjà plus ou moins montré, je trouve ça génial, Ouais, mais on fera un ça truc là-dessus. parlera mieux aux gens quand on le filmera. Ouais, complètement. Ah ouais, non, c'est une belle, c'est une bonne idée. Et oui, donc je disais, oui, je parlais d'une variété Sainte-Germaine, ouais. Chouette variété qu'on ira voir avec les ficelles. Et pour voir un petit peu comment on crée des arcures, comment on conduit l'arbre fruitier. On n'est plus trop dans la taille, on n'est plus trop dans la dictature de la forme, de ce qui nous paraît joli, mais plutôt on va être dans une logique de compréhension de comment l'arbre fonctionne et surtout de nos besoins. Quel est mon besoin en tant qu'être humain qui a planté l'arbre? Quel est mon besoin? Est-ce que j'ai peur d'agir dessus? Quel est vraiment mon objectif derrière? Est-ce que c'est justement m'autonomiser au niveau de ma santé et manger des bons fruits, donc les avoir suffisamment gros, suffisamment sains et en quantité suffisante? Est-ce que c'est ça mon objectif? L'objectif de l'arbre, lui, il n'est pas pareil, hein, il est tout autre. Déjà, il n'a pas vraiment d'objectif, mais en tout cas, il a un programme. Il a un programme génétique, donc ça, c'est tout intéressant. C'est aussi très enrichissant, ça a aussi une âme, mais lui c'est de faire des pépins, lui son fruit c'est les pépins. Alors la drupe, hein, c'est ce qu'il y a autour, c'est ce qu'on mange. Elle permet à la germination d'être meilleure, mais lui il va faire plein de fruits et petits, juste ça lui va, c'est très bien ça comme son programme. Et donc de là, à partir de là, nous on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Donc, on veut de la grume, t'as dit? Drupe. La drupe, pardon. La drupe, ouais. On veut de la drupe vu qu'on veut se nourrir. Voilà, nous vu qu'on veut se nourrir, et de la drupe de qualité. Donc pas forcément boosté aux engrais, pas forcément surirrigué, mais qui soit riche en nutriments, qui soit en quantité suffisante. Et voilà, et donc la conduite de l'arbre fruitier nous permet d'approcher la compréhension de comment il fonctionne. Et c'est là qu'on arrive à répondre à nos propres besoins. Et là, tu vas nous montrer ça? Ouais, on va aller voir ça. Waouh. Ben alors là, c'est un moment à ne pas rater parce que c'est vrai que ça dépend. Il y en a aussi qui ont des arbres, même si c'est des pommiers, c'est juste ornemental ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, on est d'accord, c'est vraiment dans la logique, une fois qu'on a compris, pour nous, pour se nourrir et pour avoir des grosses pommes, des belles pommes. Des belles pommes, oui, enfin de calibre suffisant, pas forcément la plus exubérante possible, mais bon, alors soit on peut choisir après, on peut avoir le choix de faire des petites pommes mais en quantité, ou d'avoir moins de fruits en éclaircissant mais plus gros. On a tout un choix, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de se dire voilà c'est comme ça qu'il faut faire. Ce que je vois les gens en formation surtout, c'est sortir de la peur de faire mal. La peur de faire mal à l'arbre. Voilà. Dans l'optique, j'utilise l'arrachage. Voilà, ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on a dit avant sur il faut une taille franche, etc. Mais on s'aperçoit de visu que les cicatrices taillées nettes avec un sécateur, alors j'utilise quand même le sécateur bien sûr, je suis là encore pas dans dire c'est absolument ça qu'il faut faire. En tout cas, pour beaucoup de cas, sur des branches pas très grosses, etc., on peut les arracher. Comme ce qui se fait dans la nature. Plus on observe la nature, en fait, elle a tout à nous apprendre. Hein. Voilà, c'est notre meilleur enseignant. Il y en a plusieurs qui l'ont dit, Mollison, Gilles Clément, etc. Il y a des sources. Voilà. Donc dans la nature, les branches se cassent. Ouais, moi je recompile. Hein. Les branches se cassent et elles cicatrisent très très bien comme ça. Juste avant qu'on parte de cet endroit, donc l'endroit dans lequel les gens viennent chercher les plants qu'ils ont choisis, tu as combien de variétés disponibles à peu près en pommier? Parce que je sais que tu en as beaucoup, surtout en pommier. Ouais. Je vais mettre le catalogue plusieurs fois pour que les gens voient ce que tu as. Mais c'est quoi par exemple ceux que tu as plantés en nombre que tu aimes bien, qui partent bien et que les gens aiment je sais pas si tu avais regardé. Ouais. Et justement on va aller la voir, il y a la rainette, rainette de Brive. Okay. De Brive, carrément. Ou la Delestre, on dit, la pomme de l'Estre. Ah, ouais, en fait, alors est-ce que c'est une légende, je sais pas. En tout cas, l'histoire dit que Delestre signifie la fenêtre en occitan. Et elle vient du Limousin. Mais elle fonctionne assez bien ici aussi, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que bon, faut savoir que variété locale,
Oui, dans l'autre extrême, on plante des variétés américaines. Donc bon, il y a quand même la Limousin, c'est la région, quoi. Et c'est une pomme surtout qui fonctionne très très bien. Et alors de l'Estre, parce qu'en fait, il y avait un voyageur qui était rentré dans une auberge et qui a pris un repas, qui a payé son repas, sauf qu'il n'y avait pas de dessert, ils n'avaient pas préparé de dessert. Et l'aubergiste dit à sa femme, tiens, attrape la pomme de l'Estre là-bas, c'est-à-dire la pomme qui était sur le bord de la fenêtre. Et c'est resté. Et c'est resté. Alors est-ce que le voyageur a gardé les pépins et a été la semer ailleurs? Et alors, la suite, on la connaît pas. Ouais, mais c'est vrai, j'adore ce genre d'histoire. C'est joli, il y en a plein comme ça. Tu sais à qui tu me fais penser? Je sais que tu le connais, tu me fais penser à Rémi du Jardin des Merveilles, parce qu'il y a toujours des belles histoires autour de ça. Ouais. Et je sais que vous vous êtes rencontrés sur une foire il y a pas longtemps. On s'est rencontrés à Biocibel, on a fait une conférence sur la permaculture. Ah, bah c'est original. Voilà, c'est original, sur le thème mode jardinière ou révolution agraire. Voilà, on avait une problématique à répondre sur l'essence de la permaculture dans son côté outil de conception. Voilà, concevoir. Et je sais que toi, tu es à fond là-dedans parce que c'est comment concevoir son endroit, sa maison, au niveau énergétique, au niveau bâtiment, au niveau nourriture. C'est ça la permaculture. Donc la culture de la permanence. Donc comment aujourd'hui on peut s'inscrire dans une logique plus durable. Bien sûr, surtout en ce moment. Donc il y a beaucoup de gens qui font de la permaculture sans le savoir depuis très longtemps déjà et qui n'ont pas mis ce mot-là dessus, mais il y en a plein. Oui, le mot est une mode et c'est pour ça que c'est bien de réaffirmer la base d'une chose, c'est des outils de conception pour rendre des milieux plus durables, productifs en énergie, en nourriture. Merci Julien. Wow. On va aller voir maintenant. Alors, il faudra que tu me rappelles, re-rappelles tous les mots. L'autre coin de la pépinière, oui. Ça fait combien d'hectares ici? Parce qu'on ne l'a pas précisé, parce que les gens à la caméra, c'est toujours compliqué d'estimer. Alors derrière la ripisylve, ça s'appelle, il y a de l'eau, puisque c'est une ripisylve. Ouais, je vais essayer d'aller filmer. Ouais, il y a des projets dedans. Alors là, c'est à sec, hein, il a fait très très sec. C'est pour ça que je viens de voir. Ouais. Si tu as des arbres qui poussent comme ça, que tu as arrosé, alors attends, des arbres comme ça qui ont poussé, regardez la taille, qui ont poussé, tu as arrosé uniquement en plus de ce qu'il a plu, et c'est rien, pendant 6 heures, c'est aussi pour ça que je viens de voir. Dans ta manière de faire, je sais que quand je vais les planter chez moi, normalement ils souffriront pas. Ouais, ils sont très habitués. Moi, j'ai des clients qui reviennent là et qui me reprennent des arbres qui sont pas forcément exubérants comme celui-là, par exemple. Celui-ci, oui, c'est par rapport à l'autre. Voilà. Il fait quand même 1m10, 1m10, 1m15 de hauteur. Mais les deux font un an? Ils ont un an, par exemple. Oui, les deux ont le même âge. L'arbre, il fait quand même ce qu'il veut. Hein. En hauteur, il peut pousser comme pas pousser. Et disons que c'est du concentré d'arbres. C'est comme vos maraîchers, quoi. Quand vous allez acheter chez un bio à côté ou quelqu'un qui est en accumulation de carbone, qui utilise beaucoup le paillage, etc. Vous aurez des aliments qui sont très concentrés en nutriments. Des aliments, en fait, j'ai envie de dire denses. Voilà. Mais les arbres ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire que si on leur donne trop d'engrais, trop d'eau, on a des arbres qui sont à la gonflette, quoi, qui sont gonflés et qui reprennent pas très bien. Donc voilà. Donc oui, c'est ça. Moi, je fais de l'arbre dense. Et du coup, les gens me disent, là, sur la reprise, quand ça repart, parce qu'il y a une crise de transplantation quand on repique un végétal, quel qu'il soit. Ah bah, sur les arbres, de toute façon, on est sur du long terme, on est sur une année, quoi. Une année. Oui, il y a eu une année où ça a du mal. Après, bon, ben moi, je suis pas à l'intérieur de l'arbre, donc je peux pas dire à tel moment, tac, ça y est, tac, ça va mieux. Non, il faut qu'il se réhabitue au sol, il faut que le sol se tasse, il faut que l'eau descende, etc., etc. Donc bon. C'est pour ça qu'il est conseillé de planter tôt en saison. Parce qu'aujourd'hui, on a des racines qui, des fois, ne s'arrêtent plus de pousser, en fait. On a un ralentissement de l'activité qui n'est pas forcément bon pour eux, hein, notamment les pommiers. Ils ont besoin de stopper leur activité en hiver, hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc on préconise de les planter selon la température.
S'il va geler, l'activité va s'arrêter. C'est peut-être là où c'est le meilleur moment. Si on reste à 10 degrés, ils vont continuer à pousser. Et donc le moment, ça va être effectivement quand que l'arbre il passe du temps dans l'hiver dans le sol dans lequel vous allez l'implanter. Ça, c'est une bonne... Voilà. Génial. Bah, écoute, c'est vrai que je te coupe un petit peu encore. Désolé, mais c'est vrai que vu là le nombre de minutes qu'on fait, et c'est très intéressant, je pense que il y aura pas mal de visites à faire pour diverses formations. Alors là, on est sur une autre encore. Ouais, on est sur une autre partie. Donc là, c'est prunier. Donc voilà, c'est aussi la production de la pépinière. Bon, moins de réussite au greffage sur le prunier, c'est comme ça. Sur le cerisier aussi, vous verrez, les pépiniéristes ont moins de cerisier. Mais bon, il faut faire avec, et il faut améliorer, toujours pareil, les méthodes de culture. Oui, donc du prunier, de la Reine Claude, le Mirabelle, prunier Dante. Donc la Reine Claude, notamment la Reine Claude de Moissac, très intéressante parce que auto-fertile. Auto-fertile, elle peut se polliniser elle-même. Voilà. À l'inverse de la Reine Claude dorée ou Reine Claude verte qui est auto-stérile. Elle ne peut pas se polliniser elle-même. C'est-à-dire qu'il lui faut absolument une autre variété de Reine Claude dans, bon, ça peut être à 500 mètres. Hein. J'allais dire, ouais, même un kilomètre. Donc, bon, les abeilles en tout cas sont capables de faire 2 à 3 km de rayon autour de la ruche. Donc, bon. Mais si on les plante pas loin, a priori, la pollinisation est bien meilleure aussi, quoi. Voilà, Reine Claude de Moissac, donc elle, auto-fertile. Voilà, donc ça, voilà, on a des arbres quand même, voilà, on le sent qu'ils sont quand même, bon, on est en période d'aoutage, mais ouais, tu peux toucher, hein, tu peux lui parler. Salut, ça va? T'inquiète. Yes. Je le fais mais hors caméra parce que déjà que je passe pour un drôle, alors je veux dire si je me filme en train de faire ça. Du poirier sur franc. Poirier ici. Ouais. Ouais. Oh, celui-là il n'est pas greffé, tu vois, parce qu'il est tout pointu là. Donc ça c'est le propre du porte-greffe qui celle-là n'a pas réussi, donc de greffe n'a pas réussi puisqu'elle ne fonctionne pas toutes. Et puis de stade juvénile, de juvénilité. Il se protège. On dit exactement comme ça. Ah oui, c'est sûr que là on n'a pas trop envie de l'approcher. Et puis invariablement, vous voyez, tu vois la pointe de la truc là, elle est sèche, elle se casse quand tu te piques dedans, elle se casse invariablement dedans. Hein. Et elle te reste dans la. Ah, c'est systématique. Hein. J'ai des histoires, j'ai des histoires d'urgence pas rigolotes. Ah ouais, à ce point-là. C'était pas sur du poirier franc, c'était sur du mirobolant, qui fait aussi des grandes épines. Je suis planté jusqu'à l'os. Bref. Des histoires comme ça, vas-y. Quoi. Ouais, attention, il y a des choses, éloignez les enfants, quoi. Ouais, non, mais et la taille de l'épine. Ouais. C'est le poirier franc. C'est le poirier qu'on trouve dans les bois, quoi. J'en ai de l'archipel, il y en avait. Ouais. Mais alors par contre, les petits fruits qu'ils donnent, ils sont minuscules et c'est dégueulasse. Et c'est pas mangeable, ouais. Mais du coup, il faut récupérer les pépins et les semer. Ah, pas bête. Parce qu'après, tu greffes, comme je disais tout à l'heure. Punaise. Et ouais. Mais oui, j'y ai jamais pensé. Et ouais. Eh oui, c'est pas bon, mais c'est pas grave, en tant que porte-greffe, ce sera bon. En porte-greffe, c'est génial. C'est génial parce que tu vas jamais avoir cassé le pivot, ça a une grosse vigueur, donc ça, il faut prévoir un peu de place. Mais voilà, et ça, c'est justement des arbres greffés sur franc. D'accord. Du poirier, donc j'ai Comtesse de Paris. Okay. Ouais, Comtesse de Paris, là où j'ai récupéré les greffons, vous irez regarder sur internet parce que moi je greffe des choses dont j'ai pas forcément toujours mangé les fruits, parce que y a le temps de fructification qui est là, et des variétés, il y en a des milliers, donc dès que j'en trouve une intéressante, je la prends, je la greffe, mais j'ai pas l'arbre. J'ai pas acheté l'arbre, moi, j'ai récupéré les greffons. Et t'attends pour avoir le goût pour moi je me balade avec mon sécateur dans ma bagnole. C'est vrai? Ah ouais. Ah, la technique. Ouais. Dès que je vais chez quelqu'un ou que je vois un truc que j'ai repéré dans un barcas s'il vient à la maison. Je me le dis, note à moi-même, fais gaffe, s'il vient à la maison, il aura le sécateur. Dès que je vois un truc, tac, je prends un greffon et c'est un super outil la greffe, ça c'est sûr. Et voilà, donc semez du porte-greffe et apprenez à greffer et vous serez même pas loin de faire de la pépinière après. Ouais. Alors Julien, excuse-moi, ça tu m'as dit elle a plusieurs noms, ouais. Rainette de Brive. Ah, c'est celle-là? Ouais. De l'Estre ou Sainte-Germaine. Voilà. Les 3 noms les plus connus, il y en a même d'autres. Hein, mais... Alors je me recule un peu parce qu'il est grand. Ah voilà, en tirant une des branches, il y en a une qui a cassé.
Mais du coup, on l'a laissée, elle est en train de cicatriser et elle va fructifier. On voit que les tiges remontent là. Donc ouais, là, tu peux voir là une branche tirée. Voilà, tirée à la ficelle. Mais alors tu tires sur, c'est quoi, c'est une inclinaison à 90 Oui, alors on dit qu'il faut être même en dessous de 180 degrés. Donc carrément ah oui, je dis 90, 180, oui. En dessous de l'horizontale, ouais, en dessous de l'horizontale. Et du coup, en fait, on a une concentration d'hormones qui se fait en haut de l'arcure, hein, plus ou moins en haut de l'arcure, qui va en fait motiver ça s'appelle réitération, ça s'appelle pas gourmand. Il n'y a rien de gourmand là-dedans, c'est un programme tout à fait normal. Et en fait, l'arbre, comme dit Francis Allais, et ses collègues, c'est un arbre coloniaire, c'est-à-dire qu'en fait, il fonctionne par colonie. Ça se rapproche plutôt du corail et des polypes du corail. C'est-à-dire qu'on a du corail qui pousse sur un autre corail, qui pousse sur un autre corail, qui pousse sur un autre corail. Une sorte de fractal, une sorte de fonctionnement comme ça. Un sur l'autre, 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 comme ça. De façon plus ou moins infinie, parce que l'arbre est potentiellement immortel quand même. Francis Allais, encore lui, en a trouvé un de 40 000 ans. On peut dire que là, c'est immortel. Et ouais, là c'est perpète, là. Pour de vrai. Et donc à chaque fois on a une réitération, donc c'est un nouvel arbre, là on en voit une bien. C'est un nouvel arbre, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure en pépinière, bon sauf qu'il a des racines, hein, celui qu'on a vu bien sûr. C'est un nouvel arbre qui pousse dessus, parce qu'on a une concentration d'hormones là, et donc il va renouveler en fait la branche qui là, petit à petit, va se retrouver dessous et va mourir. Ah, quand il repousse là, au bout ça meurt? Oui, ça va finir par mourir, parce que celle-là elle va pousser, c'est un nouvel arbre, on est d'accord? Ouais. Ce nouvel arbre il va se mettre à fruit. Voilà. Et quand il va se mettre à fruit, qu'est-ce qui va se passer? Il va descendre comme ça, avec le poids des fruits, yes, dans l'axe. Et cette branche-là, qui elle va s'arrêter de pousser, elle sera beaucoup plus importante, elle va redescendre aussi comme ça. Ah, et celle-là va se casser. Et celle-là, elle va sécher. Et celle-là va sécher. Donc en fait, la technique d'augmenter les arcures, là, d'accrocher comme ça, là, ça permet en fait d'accélérer un petit peu le temps. Donc là aussi de répondre à nos besoins. Comme on est des gens assez pressés, on veut des fruits assez vite. Entre nous, on n'a pas le même temps que celui qui a 40 000 ans. Non, c'est vrai, mais on n'a pas non plus le même temps que celui qui a 85 ans. Tout est assez relatif. Mais alors voilà, et du coup, ça va permettre à ce que ça soit de plus en plus à fruit, le fait d'arquer hein, la branche. Et du coup, on va faire comme une main, c'est-à-dire qu'on va garder une main au bout, 1, 2, là on a 3 doigts, d'accord. Et donc, on va éclaircir cette partie-là de façon à amener la fructification sur le bout des branches, de façon à augmenter encore plus l'arcure. Et oui, avec le poids des pommes, ça va... Voilà, et dans ce cas-là, on peut aller choper des branches qui sont hautes comme ça, et l'accrocher, on va l'accrocher à la branche elle-même, qui est accrochée en bas. Du coup, ça va permettre à des branches qui sont hautes là, on ne pense pas attraper les fruits, bah si, parce qu'ils vont redescendre jusqu'à hauteur d'homme ou petit tabouret quoi. Ah, et on peut comme ça cultiver des arbres qui ont une vigueur relative. Ah, celui-là est quand même sur franc, hein. Et celui-là, il doit avoir cet arbre, il doit avoir, je sais pas, là, on a 10 cm à 1 mètre, on a 10 cm de diamètre, et on voit qu'il est bien solide, bien costaud. Celui-là, il a une dizaine d'années. D'accord. Ouais, une dizaine d'années, et donc voilà. Ouais, il produit. Cette année était un peu médiocre, hein, très chaud, machin, un démarrage poussif au printemps parce qu'il faisait frais. Donc bon, il y a des années, c'est comme ça. Et ça donne quoi comme genre de pomme? Ouais, Rainette de Brive, ça donne une pomme tronconique de bon calibre, pas les plus grosses, mais un calibre quand même assez respectable. Sur l'épaule, notamment au niveau du pédoncule, on a une couleur cuivrée, très jolie. On a des taches vermillon. C'est une pomme acidulée, sucrée, de garde, qui se conserve longtemps. Et date de maturité, de consommation, il est aux alentours de novembre. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Donc là, oui, il n'y a vraiment pas, il n'y en a pas, donc là, pour ça, c'est pas une bonne année. Non, c'est pas une super bonne année pour les pommes là en général et les fruits même en général. Hein, les conditions météo étaient très extrêmes cette année, donc là pareil. Mais toujours on peut essayer de justement avoir du couvert végétal, des arbres un peu plus grands qui ne sont pas forcément des fruitiers, qui vont toujours temporiser un peu ces extrêmes météorologiques et qui vont même par des éléments volatiles
qui émanent des arbres, ensemencer les nuages. Et plus vous aurez une couverture végétale, et plus il va pleuvoir chez vous. Mais après, ça se joue à pas grand-chose. Sur 2,5 hectares ici, ça ne va pas jouer énormément. Par contre, à l'échelle d'une région, là, ça joue. On sait que, par exemple, il pleut plus dans le nord-est de la France, dans l'est de la France, sur du terrain plat, hein, par exemple, je crois, en Lorraine, parce qu'il y a un couvert végétal, un couvert forestier plus important que dans le Berry ou voilà, dans les pays où il n'y a plus un seul arbre, alors que ces pays où il n'y a plus un seul arbre sont plus près de l'océan, donc normalement plus arrosés. On sait que le couvert forestier va amener l'eau. Donc si on réfléchit à notre échelle, c'est forcément une bonne chose. Donc là, on peut tempérer les choses. Tu es en train de me dire, plus on aura de terrains comme ça qui se créeront, donc chacun on peut avoir notre pouvoir quand même. Ouais, si on fait tous un petit peu ça partout en France, eh ben, peut-être que le climat serait plus... Ouais. Et c'est justement un peu ce qu'on veut expliquer et promouvoir avec l'asso, notre asso qui s'appelle 1001 lieux. Et donc on fait la promotion de la permaculture, on fait aussi des stages, donc et on veut créer justement un réseau entre toutes ces personnes qui sont en train de créer leur lieu. Ce lieu, il peut être personnel, il peut être au niveau de la santé, il peut être cultiver des arbres, cultiver des plantes, faire de la recyclerie, enfin tout ce genre d'initiatives. On a envie de les fédérer, pas les fédérer, de les connecter les unes les autres en fait, pour que on puisse se voir et se reconnaître un peu plus, et d'aller chez les uns chez les autres pour faire des choses, pour faire des échanges. Voilà, l'important c'est les connexions, comme les arbres, comme la nature fait des connexions entre les racines, les champignons, etc. C'est de connecter pour échanger, parce que échanger on en a besoin, et c'est fondamental d'échanger, de pouvoir donner et de pouvoir recevoir l'un comme l'autre. Pour l'individu, c'est une nourriture, bien sûr, clairement. Et pour l'individu, donc effectivement, c'est garder effectivement cette histoire d'individualité. Et là, il y a une espèce d'aménagement que je suis en train de mettre en place au niveau du sol qui reprend cette idée, quoi. Ouais, donc cet asso, voilà, on veut faire ce genre de choses. Et moi, je cultive des haies. Selon des principes que j'ai pas inventés, mais je fais une introduction à la culture de haies. Fruitières, donc multi-étagées et multivariétales, la date étant le 1er novembre. D'accord, je mettrai tout ça comme information dans la description. Je pense que les gens en voyant cette vidéo vont aller voir et vont s'intéresser. 1001 lieux, tu dis aussi pour... Ouais, 1001 lieux, ouais. 1001 lieux, voilà, 1001 lieux permaculture. On développe déjà des choses depuis quelques années. Tu sais, on demande souvent beaucoup de l'État, et je m'aperçois qu'en fait c'est de l'humain que viennent les meilleures idées. Carrément. Et les meilleures choses. Ouais, carrément. On a tous notre pouvoir. On est tous différents, mais on a plein de choses à apporter dans le pot commun, quoi. Pot commun de l'humanité, des connaissances, etc. On en récupère, on en a des nouvelles. C'est un peu comme les variétés, un peu comme les animaux. Bon, on est en perte plus qu'en création, mais il y a toujours une variabilité quelque part, une adaptation de la nature, de l'environnement. La nature étant quand même un mot où déjà on se décroche de l'environnement. J'ai appris que c'était un mot d'ailleurs qui était utilisé par beaucoup sur des systèmes de pensée un peu anciens maintenant, et on revient plus finalement à un fonctionnement plus animiste, plus tribal, où on se décroche plus de la nature, mais on en fait partie. Donc on essaie d'y retourner à la source, c'est ça le projet. Oui, en symbiose avec notre environnement, et puis retourner un peu de là où on vient, même si on n'est pas obligé de quitter ce qu'on a. C'est pas forcément une sine qua non. Après, il y a effectivement plein d'autres soucis, plein d'autres urgences, mais bon, petit à petit. Ah oui, mais on a chacun nos urgences aussi. Ouais, on a chacun nos urgences, on a chacun nos contraintes, c'est indéniable. Mais c'est vrai que dans la nature, on se sent quand même plutôt bien. Il y a quelqu'un qui avait mis une petite photo là que j'avais bien aimé, qui photographiait un coin bucolique, un petit chemin qui partait dans la forêt là, et le sous-titre c'était une petite envie, tu vois, genre une petite envie de balade. Des fois c'est tout bête,
Des fois, faut prendre ses baskets et puis partir dans la forêt. Bah, comme toi, tu dis, on a la pince. C'est bien aussi d'avoir ses chaussures de marche parce que des fois, en voiture, tu as envie de t'arrêter dans un endroit que tu trouves somptueux. Ouais, complètement. Ouais. Des fois, tu te dis, putain, là, je serais bien là. Un sécateur, des bottes et des chaussures de marche. Et un bout de ficelle. et puis un peu de connaissances. Et puis, on est bon. Julien, un petit mot pour la fin. Je reviendrai te voir, on n'est vraiment pas loin. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse sur tes plantations. Ouais. Un petit mot de la fin. Rappelle-nous alors les dates où on peut te retrouver. Ouais, 1er novembre, donc cette introduction à la culture de haies fruitières multi-étagées et multi-espèces. On fait notre AG là en fin de semaine, donc ça va être peut-être un peu court pour la vidéo, pour le montage, parce que je sais que tu as du boulot. Et puis bah après, oui, il suffit de faire un petit tour sur la page Facebook de l'asso, 1001 lieux permaculture, de venir voir un petit peu aussi mon profil pépinière, et puis là, il y a un peu tout. Je mettrai bien. Alors, je précise là-dessus. Tu livres pas spécialement parce que tu as une clientèle quand même qui est assez locale. Oui. Si les gens sont du coin ou pas, vu que, comme tu dis, c'est quand même adapté à toutes les régions, surtout dans ta manière de faire, Oui. je mettrai l'adresse de Facebook pour qu'ils puissent te contacter. Ouais, directement. Je vais faire un jour d'ouverture le mercredi. Ok. Ouais, donc à partir de 10 novembre, 15 novembre par là, voire début novembre, hors du mercredi, il suffit d'appeler. Et puis on se donne rendez-vous. Ça peut être le week-end aussi si je suis là, si je suis pas pris par autre chose. Et puis sinon, vous pouvez venir le mercredi, c'est ouvert. Et puis voilà, ouais. Après, oui, il va y avoir les stages de greffe sur table et en sauvage, très intéressant aussi. Greffe sauvage, j'ai plein de sujets à voir sur la greffe en sauvage. J'ai réussi notamment quelque chose de rigolo. J'ai greffé un truc qui nous embête un petit peu, qui a tendance à se ressemer un peu partout, c'est le Piracantha. Très pointu et aussi très piquant, un peu dangereux. J'ai greffé du poirier dessus. Excellent. Bon, je pense que le pommier doit fonctionner. Et alors la greffe, elle n'a pas pris qu'un peu, elle a poussé de 70 cm. Ah oui. Donc ça fait plaisir. Bah, on va voir, est-ce qu'elle va vivre plus longtemps, ça je sais pas, mais en sauvage, voilà, des choses qui poussent comme ça, on croyait qu'on ne va rien en faire, en fait c'est une richesse. C'est un peu ça, le mot de la fin que je vais te trouver, une éthique de la permaculture, c'est justement de créer une abondance. Ouais. Voilà, donc créer une abondance, et cette abondance, on peut la créer de toutes les manières. Toi qui viens faire une vidéo ici, greffer un Piracantha, ou bien greffer, il y a quoi comme chose rigolote, plein de choses. Donc un outil, aubépine, porte-greffe universel, on dit. Et ouais, des trucs rigolotes comme ça à essayer. Ouais, donc créer une abondance, ça peut être de plein de façons différentes. C'est avoir une passion, c'est faire ce qu'on aime. Avant tout. Ouais. Bon, et avant que tu sois en rupture de stock, tu mets des trucs de côté, je vais aller déjà réserver. Ça marche, okay. On marque ça tout de suite. Allez, là, si tu veux. Je l'aurai. Merci beaucoup. Ciao. À bientôt. Salut Julien. Salut.